Merci beaucoup. Donc, je suis désolée, mais je parle en bout, j'espère que ce sera pas un problème. Donc, voilà. Donc, je vais parler aujourd'hui de Marcel Marienne, qui appartient à la deuxième génération du surréalisme en Belgique, deuxième et limite troisième génération. Il a travaillé avec Auger, mais beaucoup plus tard, c'est-à-dire autour des années 50, etc. Et donc je me suis concentrée, par rapport à Marienne, je me suis concentrée sur un seul objet. En fait, c'est un film qui s'appelle L'imitation du cinéma. Donc voilà le titre. Hop, L'imitation du cinéma. Ah, on voit bien, c'est d'accord. Voilà, on voit quelque chose. Donc L'imitation du cinéma, c'est un tout petit film qui représente en fait le seul film surréaliste belge. Et c'est un tout petit film d'une trentaine de minutes qui a été tourné, enfin produit en 1959 et qui a été présenté en 1960. Donc c'est déjà très tardif par rapport à certains premiers essais cinématographiques surréalistes qui étaient plutôt autour de 1930. Pourquoi est-ce que L'imitation du cinéma est intéressant ? Parce que c'est un film qui a eu en fait une carrière assez intéressante du point de vue de la réaction du public. Et donc, il y a eu en fait toute une aventure du film qui est assez intéressante. Ce dont je vais parler aujourd'hui. Alors, premièrement, on va essayer de voir ensemble comment est-ce que l'imitation du cinéma, sur quel type de principe est-ce que l'imitation du cinéma s'organise, à quel type de principe est-ce que ça correspond, quels sont les principes de montage. Et puis on verra en fait que derrière les principes de montage apparents, il y a en fait Marienne opère une sorte de démontage, donc c'est un film qui est à la fois en démontage et en montage en même temps. Donc l'intitulé de mon exposé c'était « Ceci n'est pas un film ». Bon, c'était un peu un intitulé bateau, très sincèrement, mais en fait la question que les trois étapes successives par lesquelles je suis passée en analysant le film, c'est est-ce que c'est un film, est-ce que c'est un manifeste, ou bien est-ce que c'est une blague, parce que c'est tout simplement une forme de blague surréaliste. Et donc on verra que c'est un petit peu des trois à la fois, et c'est justement cette indéfinition, ce flou, qui est intéressant. D'accord ? Est-ce que ça va pour le son, pour le volume ? Oui, c'est bien. Voilà. Très bien. Alors, pour présenter rapidement L'imitation du cinéma, c'est un film d'une trentaine de minutes, qui a été tourné en quelques mois seulement, qui a été tourné avec uniquement des acteurs non professionnels. Alors, je ne vais pas faire la liste parce que peut-être que ça ne vous dira rien, mais tous les acteurs, presque, sont affiliés, ou en tout cas à partir du mouvement surréaliste belge, et font partie de ces groupes surréalistes, comme par exemple Jane Gabrol, André Souris qui a réalisé la musique, il y a aussi le chorégraphe Léon Domaine, etc. Donc c'est toutes des personnalités qui gravitaient autour du groupe surréaliste, en tout cas dans les années 50-60. Ça c'est la première information. Ce qui est intéressant, c'est que c'est un film qui a été fait pratiquement sans financement. Le financement a été obtenu par le biais d'une arnaque, c'est-à-dire que en fait, Marcel Marienne travaillait dans un journal belge qui organisait un concours, et donc il fallait répondre à certaines questions, et comme lui organisait le concours, il avait des réponses, et donc en fait il a fait participer quelqu'un qu'il connaissait, et ils ont gagné, ce qui est en fait une espèce d'arnaque. Et donc il y a une série d'acteurs qui sont sous pseudonyme. Donc il y a beaucoup d'acteurs qui ont créé un pseudonyme, tout simplement pour qu'on ne découvre pas l'arnaque, puisqu'ils avaient utilisé leur vrai nom pour le concours, et donc dans le film ils ont un pseudonyme. Il y a par contre une personne qui est professionnelle, c'est le caméraman. Donc ils ont engagé un caméraman professionnel, mais qui lui a pris un pseudonyme par volonté de se cacher. Donc c'est quelqu'un dont Marienne a écrit à plusieurs reprises qu'il ne fallait pas le froisser par rapport à son catholicisme. Parce qu'on va le voir, c'est en fait un film qui a créé une polémique autour du contenu qui est un contenu qui a été perçu comme anticlérical, anti-religieux. Et donc en fait le caméraman a pris un pseudonyme par souci justement de préserver sa carrière, enfin préserver sa réputation. Donc ça c'est... alors l'histoire, la trame du film c'est assez simple, c'est l'histoire d'un jeune garçon qui est abordé par un prêtre alors qu'il est assis sur un banc. Et donc le prêtre lui conseille de lire L'imitation de Jésus-Christ, qui est un ouvrage assez connu par contre j'ai oublié de Thomas Aquinas. Voilà, qui est un ouvrage qui en fait conseille de prendre l'exemple de la vie du Christ. Hein. Et donc le jeune garçon lit cet ouvrage, il est tellement emporté par l'ouvrage qu'il décide lui-même de se crucifier en considérant que c'est la voie du salut, etc. Et donc il retourne chez le prêtre qui lui commande une croix à grandeur nature. Pendant qu'on fabrique sa croix, il va chez une prostituée
Et alors, une fois que sa croix est terminée, il va chez le prêtre, il essaie de se faire crucifier, mais la croix est trop petite, et donc ça ne marche pas. Il essaie de se crucifier lui-même, mais il n'y arrive pas, parce que quand il a cloué une main, l'autre main, évidemment, enfin, il n'y arrive pas. Et donc, finalement, il décide de se suicider en croix, il ouvre le gaz, en fait, chez lui, et il se met en croix, et c'est comme ça qu'il meurt. Donc, l'histoire est assez simple. Et donc, on voit tout de suite pourquoi est-ce que ça a créé un scandale. Ça a créé un scandale, d'une part, à cause du contenu religieux. Donc, il y a eu une espèce de moquerie de la religion. Et alors, il y a eu en fait un deuxième scandale qui était l'érotisme. Donc, il y a toute une scène, la scène centrale, qui est la scène au bordel, avec la prostituée, qui n'est pas une scène érotique directement érotique, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de nu, il n'y a pas d'acte en tant que tel, mais il y a une série d'associations d'images qui sont des associations parfois un peu grossières, mais qui font directement référence à l'acte sexuel. Et donc en fait, c'est ça qui est intéressant, c'est que le film n'est pas directement érotique, mais par association suggère l'érotisme. Et donc il y a une double critique. Alors le film a été présenté en 1960, en mars 1960 aux Beaux-Arts à Bruxelles, et ça a tout de suite été suivi d'un communiqué de presse du Centre d'action de cinéma catholique qui décrit le film de cette façon, je vais vous citer: un film ignoble et infâme vient d'être présenté au Palais des Beaux-Arts sous les auspices du Ciné-Club de la Jeunesse devant un nombre public de jeunes gens et de jeunes filles. Le film en question est une parodie sacrilège du christianisme mêlée d'une obscénité qui dépasse toute imagination. Ce film privé de toute valeur artistique est sans doute l'œuvre d'un psychopathe. La projection a d'ailleurs déclenché des réactions parmi les spectateurs, dont quelques-uns ont quitté la salle, etc. On espère que le parquet prendra position. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu une plainte qui a été déposée pour que le film soit interdit. Il a été interdit en France y compris, à partir de 61, et il est resté interdit jusque très très tard. Enfin, est-ce qu'il est resté interdit ou est-ce qu'on a tout simplement oublié, ça c'est autre chose, mais il a été reprojeté seulement en 91. Donc ça, il y a eu quand même un long moment entre ça et ça. Donc ça c'est la première chose. Et donc à partir de ce scandale, alors évidemment le scandale est arrivé par réaction des mouvements catholiques, il y a évidemment une prise de position de certains journaux de gauche, comme Le Peuple en Belgique, qui ont défendu le film en disant que c'était un bon film. Il y a quelques personnes qui ont quand même dit que le film, il y a quelques personnes qui se sont situées au milieu en disant même si on n'est pas catholique, on trouve que le film est quand même très mauvais. D'accord. En fait ça c'est intéressant parce que c'est justement la position de Marielle. Marielle a tout de suite réagi en disant j'ai jamais voulu choquer, mon but n'était pas de créer un scandale. Par contre, ce que je trouve vraiment scandaleux, c'est que le film est d'une très mauvaise qualité. Donc c'est lui qui le dit. Il l'a dit a posteriori, mais il l'a dit quand même. Donc en fait, qu'est-ce qu'il dit en 1960, mais en mai, il dit dans un numéro spécial consacré à l'imitation du cinéma, il est une autre sorte de scandale à propos de ce film, bien plus grave, le seul dont il me paraît que j'ai vraiment à répondre. Ce scandale se situe sur le plan de l'esthétique du cinéma. Il tient principalement à l'exceptionnelle pauvreté de la réalisation. D'accord ? Donc en fait, il reconnaît lui-même que c'est un film qui est raté. C'est pas pour rien que ça s'appelle l'imitation du cinéma, c'est pas vraiment du cinéma, d'accord ? Et donc on va le voir d'ailleurs, la musique de cinéma s'appelle l'imitation de la musique de cinéma. Donc c'est vraiment un ensemble comme ça. Donc ça c'est pour la présentation du film. Alors, à première vue, on dirait un film qui ressemble un peu à un manifeste, c'est-à-dire qu'on ne comprend pas très bien, il y a beaucoup d'images montées les unes aux autres, et Marielle a écrit des textes sur le cinéma, dont un texte très important en 1955, qui s'appelle « Pour un autre cinéma », donc qui défend une nouvelle esthétique cinématographique. Alors c'est un film dans lequel il dit que le cinéma de 1955 est un cinéma qui est complètement asservi à l'exigence de narration, à l'exigence de continuité, et qu'en fait c'est un cinéma qui asservit le public, qui cherche en fait à servir, à fasciner, et d'ailleurs il compare la religion et le cinéma en disant le cinéma a atteint une fascination que seules les religions atteignent aujourd'hui, donc c'est vraiment cette idée-là. Et donc il critique cette idée-là. Pour lui, il faut que le cinéma se libère de cet asservissement à la réalisation et de l'asservissement à ce qu'il appelle le romancement, la romance au cinéma. Et donc, ce qu'il appelle comme nouveau cinéma, c'est un cinéma qui cherche à revenir au montage, à l'idée de monter des images qui sont arrachées à la narration. Et donc, évidemment, il fait une référence évidente à Sergei Eisenstein, dont il recommande de suivre l'esthétique, donc l'esthétique d'image, qui, collées ensemble, crée des nouvelles, des choses inédites, hein, c'est assez connu. Cela dit, il critique quand même Eisenstein
Eisenstein du point de vue de la trame, en disant que, et ce qui est vrai chez Eisenstein, le montage et la nouveauté qui est créée par la mise en rapport d'image est quand même soumis à une idée générale de trame narrative et de dialectique générale. Donc pour Marielle, cette idée de trame et de continuité d'être complètement évacuée. Et en fait, il propose d'ailleurs d'utiliser uniquement des images de films qui ont déjà été faites, c'est-à-dire de prendre des images de films d'archives, de vrais films, de les mettre ensemble pour créer un nouveau film, en disant, comme ça, en plus, on règle le problème matériel qui est que le cinéma coûte très cher. Donc ça, c'est l'idée de Marielle. Donc, ça c'est en 1955. Et donc quand on regarde l'imitation du cinéma, on voit très très fort, il y a cette influence de Eisenstein qui est très claire. D'ailleurs, il y a une référence très claire dans le film, il y a un moment, des gens qui assistent à une conférence, quelqu'un qui dit oui chez Eisenstein, et en fait, par contre, Eisenstein est confondu avec Einstein, ce qui n'a absolument rien à voir. Et donc, il y a la femme qui répond à l'homme qui pose la question en disant mais oui, Einstein, c'est celui qui a inventé la bombe atomique, et je crois qu'il est américain, donc on est complètement dans l'absurde. Cela dit, il y a la référence à Eisenstein qui est très claire. Donc, Eisenstein, ce qui est intéressant quand on retourne à ces textes de 1924 ou de 1938, il y a deux choses qui sont vraiment très très proéminentes dans ce film-là et qui vont relier pour moi Marielle au déconstructionnisme qui commence à partir des années 60. C'est Eisenstein prend l'idée de choc entre deux images, donc deux images mises ensemble qui créent une nouvelle signification, et il ajoute l'idée d'accumulation. Donc beaucoup d'images de différents objets permettent une représentation conceptuelle plus globale. Alors donc évidemment, moi je me suis dit ok, des images différentes et des répétitions. On va voir où je vais en venir après. Il y a vraiment l'idée de créer à travers la rupture une nouvelle chose, mais l'idée aussi d'accumuler et à travers cette accumulation de créer un nouveau concept. Donc c'est important de retourner à Eisenstein pour voir ce film-ci. Et donc je vais vous montrer une série d'images maintenant. Donc dans l'imitation du cinéma, on retrouve trois choses. Premièrement, le montage. C'est évident que c'est un film qui a été fait à partir de petits morceaux de plans. Les plans ne sont jamais très très longs. Et donc c'est à chaque fois des plans qui sont associés ensemble, plutôt que de filmer des actions du début à la fin, on travaille par plan, tout à fait à la manière d'Eisenstein. On retrouve cette idée, alors je vais vous montrer un petit montage qui se trouve à la fin. Vous allez voir, c'est assez clair. Donc tout à la fin, au moment où le héros se rend compte que le prêtre n'arrive pas à le crucifier, il jette dehors en s'énervant sur lui, il crie salaud, etc. Vous allez voir ça ici. Et là, on a un tout petit montage qui dure quelques secondes, mais qui mime le rejet du prêtre. Hein. Voilà. Voilà, donc vous voyez l'idée, on ne voit pas l'action en entier, on voit une série de plans, ça ressemble très très fort à ce qu'Eisenstein fait dans la plupart de ses films. Ça c'est la première chose. Deuxièmement, il y a l'idée d'association, donc l'association entre différentes images, entre différentes thématiques qui permettent de créer une nouvelle thématique. Ça se voit dans un ensemble de scènes sur lesquelles je reviendrai un peu plus loin. Il y a une autre chose, oui, alors ça revient dans un ensemble d'images, je vais plutôt vous montrer les images. Donc il y a toute la scène d'amour qui se passe au bordel, fonctionne autour d'associations assez claires. Voilà, donc vous allez voir. Alors ici il y a les deux principes qui sont mis ensemble, un principe d'accumulation, un principe d'association. Alors le principe d'association, vous avez d'accumulation, un pot, un deuxième pot, un troisième pot, un quatrième pot, et alors tout est enchaîné. En fait, dans le film, encore un là, une série d'objets comme ça. Voilà. Voilà. Et alors ça, association, bon, on a compris, il y a une image de Freud. Voilà. Et donc tout ça, c'est une série d'objets qui sont incorporés à des images de gros plans de visage, des images de gros plans de bouche, des images de gros plans de genoux, d'une main, etc., qui simulent, ou en fait, qui suggèrent l'acte sexuel. Ça, c'est l'idée d'association, et il y a l'idée d'accumulation avec, vous avez vu, il y a une série de pots qui sont mis ensemble. Il y a une autre série qui est très intéressante, c'est une série de croix, c'est-à-dire que le film tourne autour de l'image de la croix, donc vous avez une série de croix qu'on trouve partout. Alors, je vais vous les montrer. Donc, il y a un agent de police qui est en position de croix, ensuite vous avez une cigarette en forme de croix, des frites en forme de croix,
l'amour est terminé, le personnage reprend une forme de croix. Quand il voit un verre, il réfléchit à comment se crucifier, enfin bref. Voilà, et là, une séquence onirique avec une série de croix, des croix, encore une croix, et alors, cric, la croix qui fait chic. Voilà. Donc là, vous voyez, il y a vraiment une accumulation de croix à tous les niveaux, dans tous les endroits du paysage, humaine, pas humaine, etc. Donc on voit vraiment les deux principes, accumulation, dissociation, qui correspondent à l'idée d'Eisenstein. Alors Eisenstein, donc ça je ne vais pas en parler plus longtemps parce que c'est probablement le sujet d'une autre communication. C'est aussi intéressant de travailler avec Eisenstein par rapport à l'héritage surréaliste déjà de Nouget. Parce qu'en fait, il y a certaines choses dans Eisenstein qui, quand il décrit certains poèmes de Mayakovsky ou quand il analyse certains passages littéraires, où il explique comment est-ce que certains passages littéraires donnent, par exemple par la disposition de certains poèmes, que chaque phrase peut représenter un cadre, enfin un frame, un plan, d'un point de vue cinématographique, et donc que le montage cinématographique correspond d'une certaine façon évidemment au montage photographique comme ça existe dans le surréalisme, mais aussi à certaines dispositions poétiques. Et donc ça c'est aussi vraiment quelque chose qui serait à étudier, mais je ne vais pas revenir plus là-dessus. Donc ça c'est la première partie. C'est un film qui ressemble un peu à un manifeste. Moi c'est ce que je me suis dit, tiens c'est un film, c'est un manifeste, on voit clairement l'esthétique eisensteinienne, on voit clairement l'association, les objets, etc. L'héritage surréaliste à travers l'association d'objets mis en évidence, etc. Mais le problème, c'est que Marielle dit de lui-même que c'est un film qu'il a raté. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Donc Marielle explique qu'il a raté son film pour différentes raisons. Premièrement, il n'avait pas d'argent, et donc il a dû utiliser une caméra à ressort. C'est une caméra en fait qui ne fait des images que de 45 secondes maximum. Donc c'est pas une caméra qui fonctionne en continu, c'est une caméra où les plans peuvent avoir entre 30 et 45 secondes. Ce qui fait qu'il était obligé de faire des courts plans. La deuxième chose, c'est que c'est une caméra à visée, pas à visée directe, c'est-à-dire qu'il y a une différence entre ce qu'on voit et ce qu'on filme, ce qui fait qu'il y a des erreurs de parallaxe, des erreurs de plan. On pourrait croire que c'est une sorte de prise de position esthétique, mais pas du tout, c'est juste raté. Il y a aussi quelque chose dans le rapport entre le son et l'image qui est complètement désynchronisé, parce qu'il n'y a pas eu de post-synchronisation, tout a été fait en voix off, et donc Marielle explique lui-même, le fait qu'on a fait en voix off, ça nous a obligés à filmer les dialogues en meublant des plans, enfin je vous montrerai un petit extrait après, c'est assez évident. Et donc en fait, c'est intéressant parce que Marielle se justifie en disant le film est raté, mais c'est parce qu'on n'avait pas d'argent. Et en fait, il a essayé de camoufler les ratages du film en exagérant les ratages. Donc il s'est rendu compte que c'était raté, et du coup il en a rajouté pour que ça passe mieux, d'une certaine façon. Donc voilà ce qu'il dit en 1960, donc après la projection du film. Après la vision des premiers bouts, lorsqu'il fut devenu flagrant que les défectuosités du tournage étaient sans remède et la continuité esthétiquement à jamais compromise, ces insinuations premières furent multipliées de manière à tenter de sauver, en les justifiant par l'accumulation et l'excès, les maladresses du film proprement dit. Et c'est ce qu'il dit de vraiment intéressant. C'est alors que naquit en quelque sorte ce qu'on pourrait nommer un second film. Donc pour lui, il y a un film qui est l'histoire, et un deuxième film qui est constitué de tout un tas d'images qui sont un peu une surenchère pour rattraper le ratage. Ça, c'est vraiment intéressant. Et c'est là qu'en fait, le deuxième film pour Marielle se base sur deux choses, la répétition, l'accumulation, et l'utilisation des lieux communs. Pourquoi est-ce qu'il a créé un second film? Son idée, c'était premièrement de masquer les ratages, mais aussi d'empêcher, et c'est ce qu'il dit, pour accentuer encore le chaud-froid qui consiste à empêcher sans cesse le spectateur d'entrer dans l'histoire. Donc en fait, in fine, ce qu'il a essayé de faire, c'est d'empêcher que le spectateur rentre dans le film, d'empêcher que le film fonctionne. Donc il a fait un film, il s'est rendu compte que le film ne fonctionnait pas, il en a rajouté pour que ce soit encore pire, et au final, pour qu'on ne puisse jamais rentrer dans le film, enfin profiter de l'efficacité d'un film. Et c'est évidemment c'est intéressant parce qu'ici il y a en fait une disjonction qui a été voulue. On voit qu'en fait il en a rajouté, qui n'est pas uniquement une disjonction qui cherche à créer quelque chose, mais qui cherche surtout à détruire ce qu'il est en train de faire. Et donc il y a une espèce de position d'énonciation qui se dépine, enfin qui se détricote en même temps qu'elle se fait. Là c'est assez intéressant. Donc je vais vous montrer un extrait où on voit le décalage dans le son. C'est probablement dans le son. Alors dans l'image ça se voit, mais dans le son ça se voit très très fort. Vous avez des séquences entières où le son est volontairement, il y a un son qui est lié à l'image qui n'a rien à voir. Donc je vous mets au tout début. C'est
prêtre et de ce pauvre garçon. Voilà, j'espère qu'on entend. Voilà, donc en fait, pendant que le prêtre lit, je ne sais pas si ça s'entend bien, mais c'est un bruit de scie en fait, hein, et c'est intéressant parce qu'évidemment, le prêtre va commander la croix à un type qui scie, d'accord? Donc là, évidemment, ce décalage-là. Il y a un deuxième décalage qui est assez intéressant, qui est un tout petit peu plus loin, et qui lui m'oriente vers ce à quoi je voudrais arriver. C'est ici, donc c'est encore avant que le jeune homme décide de se crucifier en quelque sorte. Donc là, vous avez trois personnages qui lisent des livres, et vous allez voir. Voilà, donc en fait là, c'est assez simple, chaque personne lit un magazine et on entend le son de ce qu'il est en train de lire, de ce qu'il est en train de faire, d'accord? Ça m'amène à quelque chose d'autre. Donc moi, ce décalage entre son, c'est pas vraiment un problème de musique ou de voix, c'est un problème de bruitage, c'est vraiment l'utilisation des bruitages. C'est une utilisation des bruitages qu'on trouve analysée assez, en longueur assez bien analysée chez Deleuze. Donc quand Deleuze étudie le passage du cinéma des années 50 au cinéma des années 60, donc il fait ce qu'il appelle le passage de l'image mouvement à l'image temps. Il analyse entre autres cette disjonction entre ce qu'on voit et ce qu'on entend. Et donc pour Deleuze, le parlant, ça a créé la nouvelle possibilité d'avoir une image qui est parlante, une image qui est visible, et donc la possibilité que si le son se détache de l'image, chacune des deux images, l'image sonore et l'image visuelle, est rendue à sa pureté. Et donc on a des situations optiques pures et des situations sonores pures, d'accord? Alors ça c'est intéressant, pourquoi? Parce qu'il y a une mise en scène, alors il faudrait l'explorer, je n'ai pas vraiment le temps d'aller beaucoup dans cette direction, mais il y a une mise en scène du langage très très forte. Il y a beaucoup de panneaux avec des mots, donc par exemple là ce qu'on vient de voir, on est vraiment con, des choses comme ça, enfin de jeux comme ça avec les mots, avec le texte, il y a beaucoup d'images de texte, et il y a une série d'images qui est une série de livres. Donc par exemple, ça je vous l'ai montré, la prostituée explique qu'en fait elle est devenue prostituée parce qu'elle a été inspirée par la littérature classique, et alors elle explique qu'elle a une série de livres qui l'aident à faire son métier, d'accord? Donc manuel d'érontologie classique, psychopathie sexualis, traité de sociologie, voilà, fondement de la sociométrie, alors évidemment Pavlov ici, qui est une des rares références de Marielle, et alors dans la dernière, on ne voit pas très bien, mais il y est, là c'est le bonus.
parce que ça fait partie des choses qu'on doit voir, d'accord? Donc là, il y a une série de livres. Alors, pendant l'acte sexuel, qu'est-ce qu'on voit? Évidemment, on voit ça, d'accord? Ici, on a encore des livres, et après, on retourne au pot. Et donc, vous avez une série de livres, en fait, et ça fait vraiment, ça donne des images de mots, ça donne des images de texte, d'accord? Là où je voudrais en arriver, parce que je vais conclure, c'est que quand Deleuze analyse la crise de l'image-mouvement vers l'image-temps, ce qu'il explique, c'est qu'en fait, on passe d'une image qui est plus ou moins continue, intégrée à une sorte de continuité de trame, et donc le montage eisensteinien, le montage Griffith, etc., sont analysés dans cette optique-là. C'est du montage, c'est du choc entre des images, mais ça reste soumis à une sorte de continuité. Alors qu'à partir de l'image-temps, l'image devient, ce que Deleuze, il parle de dispersion, l'image devient complètement dispersée. Les personnages, et c'est pour ça qu'on a beaucoup de films, par exemple dans la nouvelle vague française, de promenade, où les personnages se promènent, ils errent un peu, ils n'ont pas vraiment de but, ils ne savent pas où est-ce qu'ils vont, exactement comme ici. Donc lui, il n'arrête pas de se promener du début à la fin. Et donc, il y a une sorte de remise en question que Deleuze analysait l'idée que, par rapport à ce qu'on voulait faire vrai, avant le cinéma cherchait à faire vrai, là il y a une nouvelle volonté de faire faux, de montrer que c'est faux, d'accord? Et c'est vrai que chez Godard, on voit très très fort l'idée d'imperfection de l'image, l'idée de disruption entre l'image et le son, etc. Pour en venir à ma conclusion, pourquoi est-ce que c'est intéressant? Parce qu'ici, Marianne, en fait, c'est un film des années 60, donc il est déjà dans cette esthétique, pour moi en tout cas, dans cette idée de nouvelle vague. Il rentre déjà dans cette idée-là, ça correspond bien à cette image-là. Du point de vue du fond, c'est clair qu'il déconstruit, ce qu'il cherche à faire dans le fond, c'est à déconstruire une certaine imagerie catholique, une certaine imagerie chrétienne, et c'est ce qu'il avoue, donc désacraliser l'objet croix et le rendre à sa matérialité d'objet hors de son sacré. Et donc le fond, c'est ça, il cherche à désacraliser quelque chose, mais il le fait en utilisant un art qui cherche lui-même à désacraliser, donc il cherche à montrer que le cinéma, finalement, c'est pas... Enfin, il cherche à mettre en évidence un cinéma qui ne serait pas vraiment un cinéma qui ne fonctionne pas, ou en tout cas qui cherche plutôt à empêcher les gens d'être asservis aux images. Donc ça, c'est deux choses qui sont intéressantes. Et donc ici, pour vous montrer une dernière séquence, que je trouve... parce que par exemple, quand il... Et c'est là que j'en viens à ma dernière question, est-ce que c'est un film qui est une blague? Donc est-ce que ça voudrait dire qu'ici, il y a une espèce d'ultime position surréaliste qui est à la limite du post-situationniste, vraiment de dire je fais un film tout en disant que de toute façon il est raté, c'est pas un film. Est-ce que c'est une espèce d'ultime blague? Je pense pas vraiment. Je pense qu'il y a quand même une fonction qui est de monter en démontant et de monter dans le fond, enfin de démonter dans le fond comme dans la forme en fait. Et alors ici vous allez voir le point de vue, le côté autodérision est assez visible. Donc il utilise les techniques d'Eisenstein, mais il les applique à quoi? Il les applique à des scènes qui sont tout à fait tirées de slapstick, c'est-à-dire vous allez voir une peau de banane qui est dans la rue, et alors deux types qui emmêlent leur croix. Je vais vous mettre les deux, comme ça vous voyez l'enchaînement. Ça continue très très fort ce que j'ai commencé déjà à faire, et pour moi ce sera
partir des concepts qui sont... Quand on disait ce matin que Nouget était quelqu'un qui a pensé à Lacan avant Lacan, pour moi ça y ressemble un petit peu, mais je dirais pas forcément Lacan, mais peut-être éventuellement Deleuze. Donc toute cette idée de différence de répétition, de cristallisation, d'objets, de mots pris comme des objets, etc. Et alors surtout l'idée de série, mais encore plus l'idée d'auteur comme pas vraiment un auteur qui est un peu dissous. Et ça, le surréalisme belge le travaille très fort, c'est des auteurs qui refusent complètement tout ce qui est institution d'un monde littéraire. Cette idée de dissolution de l'auteur et de disparition de l'auteur, c'est quelque chose qu'on retrouve dans le concept de littérature mineure chez Deleuze. Et en fait, c'est intéressant parce que ça pourrait être une des particularités du surréalisme belge. Après, il y a une autre question qui est pourquoi est-ce que Marielle essaye tellement de se justifier 6 mois après avoir projeté son film. On a un peu le sentiment qu'en fait, il a fait un truc et puis ça lui a échappé. Et là, on se dit, bon, est-ce qu'il n'y a pas une part d'automystification, quelque chose qui existe chez pas mal d'auteurs belges, l'idée d'automystifier, mais je vais conclure là-dessus. Voilà, merci.